Salut les Direct Cuir et j'espère que vous allez hyper bien. Je suis encore contente de vous retrouver. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, puisqu'on va parler des cheveux et plus particulièrement, bien entendu, de la chevelure féminine. Donc à travers une petite rétrospective de l'histoire des cheveux féminins. Alors bien entendu, vous en doutez, on ne pourra pas parler de l'ensemble de l'histoire de la coiffure dans tous les pays, dans tous les siècles. Mais bon, on va essayer de faire un petit résumé qui tient le coup. Cette vidéo n'était pas prévue. En fait, il y a quelques semaines, je suis allée au Quai Branly voir l'exposition sur les kimonos. Au passage, l'exposition était vraiment sympa. Si vous êtes de passage, allez-y. Et dans la boutique du musée, je suis tombée sur ce livre, Cheveux chéris, qui était normalement vendu 40 € et était en solde à 10 €. Alors forcément, je me suis dit, mais c'est un signe du destin. Et pourquoi pas faire une vidéo sur justement l'histoire du cheveu. Bon, pour la petite histoire, Cheveux chéris, c'était une exposition qui s'est tenue au Quai Branly en 2012-2013. Donc il était vraiment temps qu'ils écoulent leur stock de livres. Je pense que c'est pour ça la grosse promo. Bref, comme d'habitude, cette introduction a beaucoup trop duré. Et allez, on attaque tout de suite le sujet. Alors l'histoire de la coiffure féminine, elle est presque aussi vieille que l'histoire de l'humanité en fait. Dit comme ça fait cliché, mais il y a quand même du vrai. Par exemple, en Autriche, on a retrouvé la Vénus de Willendorf. Donc vous savez, les Vénus, ce sont ces statuettes du néolithique qui représentaient, on pense, des divinités mères. Et la Vénus de Willendorf, qui date de moins 20 000 ans, avait déjà des cheveux enroulés et tressés. Donc déjà, il y avait moins 20 000 ans, les femmes travaillaient leurs cheveux. Il faut dire que, outre le fait qu'elle soit un outil d'esthétique, la chevelure féminine a aussi très vite été un symbole. Regardez par exemple tous les stéréotypes qui en Occident sont attribués aux couleurs de cheveux et qui sont toujours en vigueur aujourd'hui, on va pas se le cacher. Combien de rousses ou de blondes ne se sont pas fait charrier dans les cours de récré, même toujours à notre époque. La blondeur a, mais depuis des siècles, cette image de pureté, de naïveté, mais en même temps de superficialité, de jeunesse. La couleur brune, au contraire, renvoie à l'aventure, à la raison. Quant à la rousseur, elle a longtemps été synonyme de lubricité. Et cette obsession pour les couleurs, elle n'est pas nouvelle. Déjà dans l'Égypte antique, on colorait ses cheveux. Il faut savoir que les Égyptiens antiques accordaient beaucoup d'importance à leur apparence. C'était vraiment une société de la beauté, du moins pour les classes qui pouvaient se le permettre. Bon, les enfants pas trop, on leur rasait la tête, on leur laissait une mèche sur le côté et allaient rouler jeunesse. Par contre, les adultes, eux, soignaient vraiment leurs cheveux, mettaient des onguents, mettaient même du gel. Et chez les personnes qui pouvaient se le permettre, la perruque était très très à la mode. Alors chez les aristocrates, chez les membres de la royauté, elle était faite de cheveux humains. Chez les personnes avec un petit peu moins d'aisance, c'était des perruques à base de laine. Et les Égyptiens aimaient beaucoup donc les couleurs. Donc on teignait généralement ces perruques en noir ou alors en roux. Donc on utilisait du henné, de l'indigo, des matières moins glamour aussi comme du sang de bœuf séché. Et j'ai même lu que un peu plus récemment, on a même commencé à faire des mèches bleues, vertes, rouges aux perruques. Mais globalement, cet amour de la perruque, elle était assez répandue dans l'Antiquité, le long du bassin méditerranéen. Alors une autre civilisation qui va accorder beaucoup d'importance, même beaucoup trop, selon certains, aux cheveux, ce sont les Romains. D'ailleurs, pour commencer, je vais vous lire une petite citation de Pline l'Ancien. Oui, parce que j'ai essayé de l'apprendre, mais non, ça marche pas. Donc, Pline nous disait « Comme il est ennuyeux le longtemps dédié par les femmes romaines à ces séances interminables d'accommodement de leurs cheveux. » Et oui, mon pauvre Pline, tu ne devais pas être le seul à être exaspéré, puisque chez les Romaines, la coiffure, c'était même pas une passion, c'était un art de vie. Bon, là encore, on parle surtout des classes qui pouvaient se permettre de passer des heures devant leur miroir. Une des grandes modes, notamment sous l'Empire, c'était les frisottis. Donc déjà, les femmes se frisaient les cheveux grâce à fer à friser rudimentaire. Et il y avait aussi cet amour pour les couleurs. Pour avoir des perruques noires, j'ai lu qu'il fallait mettre des sangsues dans une cruche de vin pendant 40 jours. On pressait le tout et ça faisait un colorant naturel qui attachait très bien.
Alors, au Moyen-Âge, on va serrer la vis. Enfin, c'est plutôt les autorités religieuses qui vont serrer la vis, puisque forcément, tous ces artifices sont synonymes d'orgueil. Beaucoup de théologiens vont partir en croisade contre toutes ces superficialités. Par exemple, Bernard de Clairvaux, donc au XIIe siècle, va dire que porter une perruque, c'est un péché. On va demander aux femmes, notamment aux femmes mariées, mais je reviendrai dessus tout à l'heure dans un autre chapitre, de se couvrir la tête. Et bon, vous vous en doutez, malgré cet appel à la simplicité, les modes vont parturer et les femmes médiévales vont continuer quand même à apporter beaucoup de soins à leur chevelure. Donc on voit par exemple des traités de cosmétiques dédiés aux femmes, dont le livre le plus célèbre est attribué à Trotula de Salerne, donc au XIe siècle. Petite parenthèse, il faut savoir que l'université de Salerne a été la première à ouvrir ses portes aux femmes. C'est notamment une université de médecine. Et la plupart des grandes femmes médecins médiévales ont été diplômées de cette université. C'est le cas par exemple de Constance Valenda, donc une ophtalmologiste très célèbre du XVe siècle, ou encore de Rebecca de Guarna, une chirurgienne du XIIIe. S'agissant de Trotula, en fait, on ne sait pas trop si c'était une femme ou si derrière ces ouvrages se cachaient plusieurs femmes. Il y a des historiens qui vont dire que non, Trotula, elle a vraiment existé en tant que personne, d'autres qui vont dire que non, en fait, c'est vraiment ces ouvrages, c'est une compilation. Mais bon, il n'en demeure pas moins qu'au XIe siècle va sortir du coup un long traité sur les cosmétiques féminins qui va donner notamment plusieurs recettes d'onguents pour avoir des cheveux plus forts, plus beaux, qui poussent plus vite. Et vous le savez, au Moyen-Âge, il y aura son lot de bizarreries. Par exemple, cette mode là au XVe siècle, que vous avez peut-être déjà vu si vous avez vu des représentations d'Agnès Sorel, notamment la maîtresse de Charles VII, où on voyait des femmes rasées ou épilées en haut du front, parce que justement, pour être considérée comme belle, il fallait avoir un front haut et bombé. Bon, et forcément, cet amour pour les cheveux, il va continuer jusqu'à atteindre, je crois, son paroxysme au XVIIIe, quand les femmes de la cour portaient ces perruques là, qui allaient jusqu'à 80 cm de haut, où il y avait carrément des maquettes de bateaux, des faux animaux, des bouquets de fleurs qui étaient accrochés, enfin bref, n'importe quoi. Donc on a vu que le cheveu a très tôt été un synonyme de beauté féminine, de féminité, un motif de fierté. Féminité, c'est égal à quoi ? C'est égal à danger pour certains. Donc aussi très vite, on va essayer justement de prendre le contrôle sur le cheveu féminin pour justement essayer de neutraliser un petit peu cette féminité et tout le pouvoir qui y est associé. On va notamment inciter les femmes à se couvrir les cheveux, même si c'est un petit peu plus complexe que ça. En fait, le voile, c'est une pratique assez ancienne, puisque déjà on la retrouve chez les Assyriens, donc vers moins 1200. Donc il est demandé aux femmes mariées, donc aux femmes indisponibles, de apparaître en public en se couvrant la tête pour justement les distinguer des prostituées, donc qui, elles, ne se couvraient pas la tête. Et cette distinction entre femmes indisponibles et disponibles va se répandre le long de la Méditerranée, mais aussi du Golfe Persique. Par exemple, chez les Romains, on incitait effectivement les femmes mariées à se couvrir, mais aussi les vestales, pour montrer justement que non, il fallait pas y toucher. Alors que les jeunes filles, elles, pouvaient apparaître tête nue parce qu'elles étaient disponibles, et a fortiori les prostituées. D'ailleurs, jusqu'au XIXe siècle, les femmes en cheveux, donc les femmes qui n'avaient pas de chapeau, qui n'avaient pas de voile, qui se baladaient cheveux longs, étaient associées à la prostituée et à la lubricité. Donc en fait, le voile de base n'a pas cette dimension religieuse. C'est une coutume plutôt citadine, plutôt aisée, parce que clairement à la campagne, on ne se voilait pas, parce que c'était pas pratique pour une femme qui faisait les travaux des champs. Non, vraiment paradoxalement, les premiers qui vont associer voile et oppression, c'est les chrétiens. C'est notamment ce bon vieux Saint Paul. Alors vous savez peut-être à quel point je n'aime pas du tout Saint Paul. C'est simple, dès qu'il y a un truc un peu misogyne dans le christianisme, vous pouvez être sûr que Saint Paul, il est pas loin. Alors je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans sa vie pour détester autant les femmes, pour les considérer comme des êtres misérables, c'est qu'un truc lui est arrivé.
Vas-y, sa mère était peut-être horrible avec lui, ou alors il était amoureux d'une jeune fille et celle-ci a refusé de l'épouser, j'en sais rien, mais il a dû se passer quelque chose dans la vie de saint Paul. Donc saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, écrit que de toute façon, l'homme est à l'image de Dieu, l'homme vient de Dieu, la femme vient de l'homme, hein, vous savez cette histoire de côte d'Adam qui ne fait même pas consensus d'ailleurs, et donc du coup elle doit être soumise à l'homme, elle ne doit pas, comment dire, elle ne doit pas lui faire ombre, donc du coup elle doit se voiler en signe de soumission et de modestie par rapport à l'homme. Et ça, cette doctrine elle va être reprise. Par exemple, il y a un théologien, Tertullien, qui va dire que de toute façon, le voile, c'est le joug indépassable de la femme et que celle-ci doit se couvrir pour ne pas tenter l'homme. Hein, vous voyez, c'est là qu'il arrive, là, ce discours sans lequel c'est aux femmes de ne pas tenter l'homme et pas aux hommes d'arrêter de regarder les femmes et d'avoir des pensées obscènes. Et pour revenir à l'islam, puisqu'aujourd'hui, clairement, on assimile à tort voile et islam, c'est vraiment à partir des années 70 que le voile devient un des symboles de l'islam, avec l'apparition de mouvements rigoristes et conservateurs, notamment en réaction à l'Occident. Je crois qu'on a toutes vu ces photos dans les années 50, 60, prises en Iran, en Turquie, en Égypte, en Afghanistan, même si en Afghanistan, ça concernait surtout quand même les jeunes femmes de la bourgeoisie de Kaboul, mais qui se baladaient en jupe et sans voile. Et à partir de la fin des années 70-80, on voit plus ces photos, puisqu'en fait, ces femmes n'étaient plus autorisées à sortir sans voile ou en petite tenue, avec des robes et des jupes. Et donc, pendant mes recherches, je suis tombée sur le travail de Leila Babès. Donc, c'est une sociologue spécialiste de l'islam et des religions en général. Et elle explique que non, le voile n'est vraiment pas une nécessité religieuse dans l'islam. Que d'ailleurs, il y a eu pas mal de dynasties, comme les Omeyyades en Syrie ou les Abbassides, pendant lesquelles les femmes ne portaient presque pas le voile en fait. Et elle dit que si aujourd'hui on associe voile à l'islam, c'est à cause d'une mauvaise interprétation de 3 versets. Elle prend les 3 versets et puis elle explique en quoi ils sont mal interprétés. On va pas faire ça pour les 3. Moi j'en ai pris qu'un seul. Pareil, encore une fois, désolé. Je vais lire. Donc en fait, dans ce verset, Mohammed indique: les croyantes doivent contenir leur sexe, ne pas montrer leur agrément, sauf ce qui émerge, de rabattre leur fichu sur leur échancrure. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il dit, Mohammed? Il dit que les musulmanes ne sont pas supposées se balader les seins à l'air, quoi. Qu'ils doivent effectivement couvrir leur poitrine en signe de modestie, mais que par contre, elles ne sont pas obligées de se couvrir les mains, ni de se couvrir les cheveux, puisque normalement, on ne couvre pas ce qui émerge. Donc, si ce sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir ces travaux. Surtout que c'est important d'en parler, parce que hier encore, je voyais que une étude de l'INSEE, je crois, qui disait que le religieux en France progressait, notamment parmi les deuxième génération de jeunes, deuxième génération d'immigrés, notamment chez les jeunes, chez les 25-34, et que le port du voile a augmenté de 50% en 10 ans, et qu'on le fasse volontairement, d'accord, mais qu'on ne pense pas que c'est obligatoire dans l'islam de se voiler. Et qu'on ne jette pas l'opprobre aux filles qui ne voudraient pas se voiler. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le croiraient pas, sachez que même dans l'entourage de Mohammed, il y a des femmes qui ont refusé le voile. C'est le cas de sa propre petite fille, Soukina bint Hussein, donc qui toute sa vie a refusé de porter le voile parce que juste ne trouvait pas sa pratique. Mais demander aux femmes de cacher leurs cheveux et leur faire croire que leurs cheveux étaient quelque chose de honteux à dissimuler, c'était pas suffisant, puisque toujours dans cette optique d'humilier les femmes et de les asservir, on a aussi pratiqué en masse le rasage de cheveux féminins en guise de sanction. Alors c'est une pratique là encore ancienne, regardez les rois maudits. Alors il y a le point Godwin. Moi dans mes vidéos depuis quelques temps, j'ai l'impression que j'ai le point roi maudit. À un moment ou à un autre, c'est sûr, je vais parler des rois maudits. Là, regardez, quand Philippe le Bel apprend que ses 2 belles filles, Marguerite et Blanche, ont trompé ses fils, avant de les emprisonner, il leur fait raser la tête. Et autre chose, Colbert par exemple. Colbert en 1682 va prendre des mesures contre les Roms. Donc il dit que les hommes roms doivent être envoyés aux galères et que les femmes roms doivent être tondues. Ça va vraiment se généraliser au XXe siècle et notamment pendant la guerre d'Espagne,
Et vous le savez, au moment de l'épuration, je crois qu'on est nombreux à avoir vu cette image très célèbre de Robert Capa, prise en juillet 40, hein, où on voit appelée la tondue de Chartres. Donc en fait, la tondue de Chartres, c'était une femme, Simone Toussault, de 22 ou 23 ans, qui avait été marquée au fer rouge et tondue parce qu'elle avait eu une liaison avec un officier allemand et même un enfant. Donc franchement, cette photo de Robert Capa est vraiment très 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 célèbre. Mais heureusement, si le cheveu a pu être vecteur d'oppression, il a aussi pu être moyen d'expression. Et pour beaucoup de femmes qui ont voulu casser les codes, le cheveu a été un outil exceptionnel. C'est notamment le cas des garçons, hein, dans les années 20. Donc vous avez tous vu ces images de garçons, mais savez-vous d'où vient ce mouvement? D'où vient cette coupe? En fait, on doit la popularisation de cette coupe à un coiffeur très célèbre de l'entre-deux-guerres, qui s'appelait Antoine Cierplikowski, donc qui a inventé cette coupe, qui était inspirée d'un roman très polémique de Victor Marguerite, donc qui s'appelait justement La Garçonne, et qui était sorti en 1922, et qui narrait les aventures bisexuelles d'une femme trompée. Donc autant dire que ce livre a dû choquer dans les chaumières. Personnellement, je ne le connaissais pas. Bon, après, c'est sûr, cette mode de la garçonne, ça va surtout toucher les femmes urbaines, avec un certain niveau de vie, ou alors issus de milieux intellectuels, mais quand même, hein, on estime qu'en 1925, une femme sur 3 avait les cheveux courts. Il faut dire que les icônes aux cheveux courts ne manquaient pas, c'était le cas notamment de Chanel. Bon, alors est-ce que Chanel est une icône? On va dire qu'en 1925, ça passait encore. Ensuite, dès les années 30, les cheveux vont se rallonger et il faudra attendre les années 60 et notamment la figure de la Pixie pour voir de nouveau des cheveux se raccourcir. Mais s'il y a bien un courant politique qui va faire du cheveu un sujet majeur, c'est l'afroféminisme et notamment cette volonté, même toujours aujourd'hui, d'enlever la honte et les tabous autour du cheveu crépus. D'ailleurs, la coupe afro va devenir un des symboles de la lutte pour les droits civiques. Donc c'est pas un hasard si la coupe afro va devenir un symbole de la lutte pour les droits civiques et notamment un trait caractéristique des Black Panthers. On n'imaginerait pas aujourd'hui Angela Davis sans son afro. Et c'est un combat encore malheureusement aujourd'hui très moderne, hein, parce que vous savez, notamment dans les années 80-90, début 2000, il y avait cette injonction pour les femmes noires, que ce soit les européennes ou alors les femmes noires en Afrique, parmi les classes urbaines, de se lisser les cheveux et de ne pas assumer leur coupe afro. Et donc du coup, aujourd'hui encore, c'est une grande préoccupation des afroféministes. Et d'ailleurs, en juillet 2019, la Californie a fait voter une loi qui interdit discrimination des cheveux noirs à l'école ou au travail. Parce que vous savez, à l'école, par exemple aux États-Unis, il y a des dress codes assez sévères. Hein, les étudiants, les élèves ne peuvent pas s'habiller ou avoir les coiffures qu'ils veulent. Et les dreadlocks et les tresses étaient considérés comme indécents. Et donc du coup, c'était parfois interdit. Et donc du coup, aujourd'hui, on ne peut plus interdire ces coiffures. À la base, je voulais arrêter la vidéo ici sur ce petit point positif, mais pendant mes recherches, je suis tombée sur quelques femmes inspirantes qui ont marqué l'histoire de la coiffure. Et donc je me suis dit, ce serait bête de ne pas vous en parler. Donc la première, c'est Martha Matilda Harper, qui est juste l'inventeuse du salon de coiffure moderne. Vraiment une histoire de fou. Donc elle est née dans une famille très très pauvre de l'Ontario. Donc elle a commencé à travailler très tôt comme bonne. C'est vraiment une travailleuse acharnée. Mais en fait, Martha a aussi une passion, c'est la beauté, notamment les cheveux. Elle avait des cheveux, mais qui touchaient le sol. Sa chevelure faisait soi-disant 5 kilos. Donc, elle va à un moment travailler pour un médecin, elle va être sa bonne, et ce médecin était lui aussi passionné de chimie et de cosmétique, donc il va lui apprendre les bases de la chimie, ça lui sera beaucoup utile par la suite, parce qu'en fait, elle a un rêve. Elle veut démocratiser la coiffure, et elle aimerait bien ouvrir un salon de coiffure. Aujourd'hui, ce sera un rêve plutôt commun, mais à l'époque, non, puisqu'au 19e siècle, encore il y avait des barbiers pour les hommes, encore se coiffer en public pour une femme était considéré comme très indécent, donc les femmes se coiffaient chez elles. Et en 1888, elle va franchir le pas et elle va ouvrir son premier salon de coiffure à Rochester, aux États-Unis,
Et elle va être très moderne, c'est une femme très visionnaire. C'est elle notamment qui va inventer le triptyque massage du cuir chevelu, shampoing et coupe, qui est aujourd'hui pratiqué dans pas mal de salons. Elle va également développer sa propre gamme de cosmétiques naturels. Il faut savoir qu'à la fin du 19e, les produits chimiques commençaient à être utilisés et on voyait le développement de cosmétiques chimiques, mais elle, ça lui faisait pas confiance. Non, non. Et ça va avoir un succès fou. Et à l'apogée de sa carrière, elle va avoir près de 500 franchises à travers le monde. Donc, franchement, la prochaine fois que vous irez chez le coiffeur et qu'on vous shampouinera, j'espère que vous penserez à elle. Et la deuxième, qui est plus connue, parce que je crois qu'il y a une série Netflix ou Prime peut-être, qui est sortie sur elle, c'est Madame C.J. Walker. Donc c'était une afro-américaine qui va se rendre compte qu'en fait, il n'y avait aucun produit pour les cheveux crépus sur le marché. Et donc du coup, en 1905, elle va créer sa première gamme de shampoing, de crème hydratante pour les cheveux noirs, et ça va avoir un succès monstre, si bien qu'elle va devenir la première femme millionnaire des États-Unis. Enfin, femme millionnaire qui n'a pas eu son argent grâce à l'héritage ou un beau mariage, vraiment de l'argent qu'elle a gagné elle-même. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère que ça vous aura plu. J'avoue qu'au début, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je me suis dit que si je faisais juste une chronologie de la coiffure féminine, ce serait peut-être un petit peu ennuyeux et redondant. C'est sûr, on ne pouvait pas parler de tout. Donc j'espère quand même que ces choix de sujets vous auront bien plu. Et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, ou de partager la vidéo. Franchement, ça fait toujours hyper plaisir. Encore merci d'ailleurs, hein. Je sais que je vous ai déjà remercié, mais pour ceux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo, merci, hein, on est plus de 2000 et c'est vraiment génial. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!